Depuis le salon Equipoto, place aux échanges, aux idées et aux décideurs de l'aftermarket. Bienvenue dans The Pro Talk, le live qui fait entendre les voix du secteur en version podcast. Bonjour et bienvenue dans The Pro Talk, cette série d'émissions réalisée sur Equipoto 2025 par les journalistes de The Pro après-vente auto. The Pro Talk, c'est le podcast qui décrypte les défis de l'aftermarket automobile et c'est un podcast qui est sans filtre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait un peu trembler la filière, la pénurie de talents. 480 000 salariés, 140 000 entreprises et pourtant, l'aftermarket peine à recruter. Entre les mécaniciens qui partent à la retraite, les jeunes qui boudent les métiers de l'automobile et les besoins croissants en compétences techniques, on parlera d'électricité, de connectivité, de diagnostic, etc. La filière est actuellement au pied du mur depuis quelques années. On va poser 3 questions dans notre podcast. Pourquoi l'aftermarket a du mal à attirer et à former ? Quelles solutions concrètes existent pour recruter et fidéliser ? Et comment adapter aussi les formations et les méthodes de management à cette fameuse génération qu'on appelle la génération Z. À mes côtés pour en parler, 3 invités. Je vais accueillir Stéphane Freitas. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Vous représentez l'association Talents for Aftermarket qui promeut le secteur aftermarket auprès des jeunes, auprès de ceux qui ont envie d'épouser ces métiers. Voilà, attirer, garder et développer les talents. Depuis combien de temps ça existe ? Depuis 5 ans désormais. Depuis 5 ans. Oui. J'avais compris 52 ans, je me suis dit non, 5 ans. Non, on est un petit peu plus jeune qu'Equipoto. On a également à vos côtés Karine Bonnet, qui est la directrice générale de DECRA. Bonjour Karine. Bonjour Laurence. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui parce que vous mettez en place, on en parlera en détail, un organisme de formation interne. Oui, tout à fait. On a un organisme de formation intégré pour le contrôle technique notamment. Et puis nous avons aussi Bruno Choix qui représente la FNA, la Fédération Nationale de l'Automobile. Bonjour Bruno. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes vice-président de cette FNA, et vous êtes surtout président de la branche métier maintenance, vente et vice-président du CMA Normandie en charge de la formation. Tout à fait, la formation fait partie de mon ADN et voilà, je promets aussi la formation à mon niveau. Et cet homme a encore une autre casquette, trésorier du FAFCEA, Finance Formation des chefs d'entreprise. Financement des formations des chefs d'entreprise de l'artisanat. Waouh! Eh bien écoutez, je pense que nous avons là les invités idéaux pour évoquer ce sujet. Un constat, même si les chiffres ont l'air d'aller un petit peu mieux, et je vais vous demander de réagir tous les 3 sur ce sujet, on a vraiment un problème avec l'aftermarket qui peine à recruter et former. Stéphane? Oui, vous avez parlé de 400 000 jobs, je crois, il y a quelques minutes. Au niveau européen, on estime qu'il y a 2,8 millions de salariés dans la filière. On en a un peu 1,3 million dans l'entretien et la réparation, et on parle de l'aftermarket indépendant. 900 000 dans la production, et on sait que cette partie de production, elle va continuer malheureusement à décroître, et un peu moins de 400 000 dans la distribution. Donc effectivement, près de 3 millions de jobs, dont une partie significative n'arrive pas à trouver preneur. Le constat, c'est la même chose chez DECRA, Karine Bonnet? Oui, tout à fait. Dans l'ensemble de la filière du contrôle technique en France, à peu près 1000 contrôleurs qui manquent chaque année. Même si pourtant on a 1000 recrutements qui sont effectués à peu près chaque année, il manque encore 1000 contrôleurs, 1000 postes qui ne sont pas pourvus. Alors on verra avec vous, chacun d'entre vous, comment vous expliquer peut-être cette réalité, mais Bruno Choix, auprès de la Fédération Nationale de l'Automobile, je vais vous donner cette grande casquette, vous êtes également confronté à vos adhérents artisans qui ont du mal à recruter. On retrouve les mêmes problèmes que chez DECRA ou en aftermarket, on a une pénurie de salariés, mais qui est due aussi à la démographie, au changement d'habitude des jeunes qui vont vers notre profession, c'est très compliqué, quoi. C'est la seule raison ? Non, on a des métiers quand même qui font rêver, mais ça fait les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas notre génération qu'on a pu connaître nous, on a vieilli aussi, mais c'est à nous de nous adapter aussi à ce que souhaitent nos jeunes aujourd'hui, et il va falloir qu'on change nos comportements aussi vis-à-vis d'eux pour les faire venir chez nous. Et alors la génération, on en parlera, parce qu'il s'agit de la Gen Z, comme on l'appelle, mais on ne va pas tout de suite attaquer ce sujet. Vous, chez DECRA, Karine Bonnet, vous qui en êtes la directrice générale, quand vous cherchez à recruter, que vous disent les gens? Pourquoi ils ne viennent pas naturellement vers vos métiers? En premier lieu, il y a un manque de connaissance des différents métiers qu'il y a dans la sphère automobile, parce qu'effectivement, moi, je représente la partie contrôle technique, mais dans toute l'aftermarket, il y a plein de métiers très différents. Et je pense que ça, c'est un problème d'information. Et puis aussi, je pense que c'est lié au sujet dont on parlera tout à l'heure sur la génération Z. Il y a des métiers qui sont un peu moins attractifs que d'autres. Et l'automobile subit dans son ensemble aussi une mauvaise image, avec un peu l'automobile bashing. Je pense que ça détourne aussi les jeunes qui, quand ils nous parlent, ils ont besoin d'un métier qui a du sens,
Et pourtant, l'automobile, en tout cas certains métiers d'automobile, ne sont pas délocalisables et permettent aussi une évolution de trajectoire. Stéphane Freitas avec l'association Talents for Aftermarket. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus en tension que d'autres ? Alors nous, on représente l'ensemble de la filière, puisqu'on va aussi bien parler à des jeunes qui sont dans un parcours technique pour les convaincre de soit suivre une formation, soit de rester dans l'aftermarket, parce qu'une des difficultés, c'est qu'ils suivent une formation que parfois ils n'ont pas vraiment choisie, et puis ils vont aller faire autre chose, parce que c'est plus confortable, parce que c'est 35 heures, parce que le patron est plus sympa, etc. etc. Mais on s'adresse aussi aux cadres, aux futurs dirigeants, puisqu'effectivement, on va aussi voir les universités pour expliquer à des jeunes à fort potentiel qui peuvent aller travailler dans la finance, dans l'IA ou dans n'importe quel autre secteur d'activité, mais aussi dans le nôtre, parce qu'on a des équipementiers internationaux qui offrent aussi de très belles carrières. On est vraiment sur une problématique de recrutement, même si je l'ai dit au tout début de notre podcast, on a quand même une année qui est un tout petit peu plus positive. Hein. Ça a l'air de vouloir repartir un petit peu, mais très sincèrement, quelles sont les conséquences ? On va parler avec vous de la FNA, Bruno Choix. Quelles conséquences cette problématique de recrutement ont sur les ateliers directement ? Est-ce que ça peut amener un atelier à fermer parce qu'il ne pourra plus accepter des contrats, des clients ? On n'en est pas là encore et heureusement, mais c'est vrai que... Parce que c'est arrivé sur certaines carrosseries d'Île-de-France. Hein. Ouais, alors moi je suis plus en Normandie ou quelque chose, même si on est un peu partout en France quand même malgré tout. On n'a pas ce ressentiment-là quand même. Les ateliers perdurent quand même, continuent. Maintenant, il faut continuer à former des jeunes. C'est pour ça qu'on dit toujours l'apprentissage, c'est pas vous que j'ai dit le contraire, est toujours important, puisqu'on voit que des jeunes, en passant par l'apprentissage, à 70%, ils restent dans le métier. S'ils font par la formation lycée, ils ne sont plus qu'à 40% à rester dans le métier. Ce que vous appelez la formation lycée ? La formation lycée, le bac pro, enfin les études dans les lycées de nos métiers. Lycée, L-Y-C-E-E. Les lycées. J'avais compris une formation lycée, du verbe lycée. lycée. Ah oui, non. Dans les établissements scolaires, les lycées notamment, et là il ne reste plus qu'à 40% dans les entreprises. Et 70% dans l'artisanat restent dans l'entreprise. Ce qui veut dire que les formations, malgré tout, par nos centres de formation de l'artisanat, sont quand même plus appropriées à garder le personnel, parce que les chefs d'entreprise les forment à ce qu'ils restent dans les entreprises. Et est-ce que ça ne veut pas dire aussi que ces formations sont plus réalistes ? Alors elles sont plus réalistes, c'est ce que j'expliquais hier. On avait une table ronde avec Emmanuel Taillarda sur l'automobile, sur Equipoto, et on l'évoquait aussi. C'est vrai que dans l'artisanat, quand ils font des formations chez nous, ils sont tout de suite dans le milieu professionnel. Quand ils passent par les lycées, ils sont formés, mais ils n'ont pas de notion de temps de main-d'œuvre, ils n'ont pas de notion de rentabilité et compagnie. Donc, ce qui fait que là, ça devient plus compliqué. Quand ils sortent, ils se trouvent déconnectés par rapport à la réalité du terrain. Ça, c'est effectivement important. Est-ce que, Karine, vous le voyez dans vos centres d'ECRA ? Et puis, on va vite venir aussi à évoquer votre formation interne. Oui, alors pour compléter ce qui était dit sur les impacts de la pénurie de main-d'œuvre, dans le contrôle technique, malgré tout, même si effectivement les centres ne ferment pas par manque de main-d'œuvre, parfois ils sont obligés quand même de restreindre leur journée d'ouverture. Et ça peut être problématique aussi, hein, puisqu'on a quand même un métier de délégation de service public où on se doit de pouvoir offrir à chaque usager de la route à 4 roues ou à 2 roues d'ailleurs, d'avoir un centre de contrôle technique à proximité de son lieu de travail, de son lieu de domicile. Donc effectivement, ça a quand même des impacts importants sur la volumétrie, sur aussi parfois des heures supplémentaires qui sont obligées d'être faites par certains contrôleurs pour pouvoir justement absorber l'activité qu'il y a dans le centre. Donc ça met aussi en tension le chef d'entreprise indépendant qui gère son centre, qui parfois est obligé lui-même aussi de cumuler plusieurs fonctions, à la fois gérant de son centre et puis également aussi faire du contrôle quand il a un agrément. Et sinon, sur la partie centre de formation, effectivement, nous, on a un centre de formation interne qui délivre des formations initiales. Donc là, ça s'adresse aux entrants, pas forcément jeunes d'ailleurs, dans la profession, pour devenir contrôleur technique. On parlera aussi parce qu'il faut certains prérequis pour pouvoir accéder à cette formation initiale. Et puis, parce qu'on a un métier réglementé, des maintiens de qualification tous les ans à délivrer auprès des contrôleurs techniques, parce qu'il y a des évolutions effectivement des véhicules, parce que c'est lié aussi aux évolutions de la réglementation. On se doit toujours d'être au plus haut standard de qualité pour intervenir sur ce métier de contrôleur technique. Alors ça, c'est quand même une bonne pratique, hein. On le voit avec DECRA qui représente aujourd'hui, ou même la FNA qui ont aussi leur centre de formation. Mais Stéphane Freitas, vous qui privilégiez quand même de pouvoir promouvoir le secteur auprès des jeunes, diplômés ou pas diplômés, concrètement, comment vous fonctionnez ? Quels sont vos moyens ? Là, on le voit, DECRA a créé son centre de formation, enfin
c'est pas nouveau. Mais comment vous fonctionnez avec l'association? Alors avant de rentrer dans les moyens, si vous voulez, je vais vous expliquer qui sont nos membres. Avec plaisir. Parce que nos membres en fait sont soit des groupements de distribution internationaux, ce qu'on appelle les ITG, donc il y en a 5 qui, je dirais, se partagent le marché. Et puis également des industriels, des gens comme Bosch, comme Valeo, comme ZF, qui sont à la fois des producteurs de pièces, mais également qui vont travailler en distribution. Voilà. Et ensuite, on est en partenariat notamment avec Équipe Auto, ou un certain nombre effectivement d'associations du secteur. Donc tous ces gens-là sont dans la même filière, n'ont pas du tout les mêmes métiers, par contre partagent le même souci. Et donc notre premier axe, c'est la communication. Et la communication, ça peut être ici, on est hébergé par Équipe Auto dans le hall 7, et d'ailleurs je vous invite tous à venir visiter le stand Talents for Aftermarket pour parler à ces jeunes qui a priori, s'ils sont là, vont se lancer dans une carrière dans l'automobile et dans la maintenance réparation, mais à qui on va proposer de venir dans l'aftermarket indépendant. Puisqu'effectivement, beaucoup de passionnés rêvent de travailler sur des marques, notamment premium, et on sait que nous, on souffre par rapport à ça pour attirer des jeunes dans des ateliers généralistes. Donc c'est le premier point. Faire connaître le secteur. Être présent à des événements internationaux, des événements nationaux, mais également être présent dans les écoles, dans les universités. On envoie nos ambassadeurs qui sont des professionnels, en fait, qui ont des carrières aujourd'hui extrêmement actives et qui vont voir des jeunes, qui vont dans les amphis et qui expliquent ce qu'est l'aftermarket. Et notre premier problème, c'est déjà le non aftermarket, parce que je crois que personne n'a envie de travailler après le marché. On a envie de travailler dans le marché, mais on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Et puis d'expliquer à ces jeunes que ce métier existe et que quand on parle d'automobile, on ne parle pas uniquement de constructeurs. Et en ce moment, il ne fait pas bon de parler de constructeurs, mais on parle surtout de maintenance et de réparation. Et vous le disiez tout à l'heure, qui sont des emplois locaux, non délocalisables, et qui vont continuer, avec un parc qui vieillit, à être attractifs. Alors revenons évidemment sur ces formations, parce que c'est important. À la FNA, alors si on est aussi pourvoyeur de formation, si je peux me permettre de le dire ainsi. Tu peux, Laurence. C'est quand même une des fédérations qui met en place, qui a plein de structures. Il y a combien de structures en France d'ailleurs? De FNA? Oui. On est à plus de 60 structures en France. Et les CFA Le CFPA développe dans toute la France, auprès de nos régions, les formations. On a la capacité de pouvoir s'adapter à toute situation. En fait, on arrive à faire des formations spécifiques en fonction des lieux, de l'endroit et des besoins du moment. Donc, nous sommes très réactifs par rapport à la profession. Et comment vous fonctionnez du coup? Là, concrètement, j'ai beaucoup d'amis carrossiers, ils n'arrivent pas à recruter. Comment vous fonctionnez? Puisque vous me dites que vous êtes très réactif à la FNA. Ils n'arrivent pas à recruter. Déjà, il faut essayer de les former pour qu'ils restent dans les entreprises. Surtout aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, les salariés ils sont très volatiles. Aujourd'hui, avant, on faisait une carrière dans l'entreprise. Aujourd'hui, on la fait plus spécialement. Il y a tellement de turnover dans les entreprises que le petit voisin, pour 100 € de plus, il est capable de partir alors que vous l'avez formé pendant 3, 4... Il faut 7 ans pour former un bon ouvrier, en fait. Et bien souvent, on en discutait encore hier, les jeunes, même avant la fin de leur cursus scolaire, d'apprentissage et tout, les chefs d'entreprise, s'ils savent qu'ils sont bons, ils viennent déjà les chercher. Donc c'est très compliqué de les garder. Maintenant, les garder, on en arrive au travail sur 4 jours, on en arrive à payer des salaires, je le vois, par chez nous, c'est exorbitant par rapport aux salariés. C'est-à-dire, on a un ordre d'idée? J'ai vu sur Caen le dernier, un agent Peugeot qui est capable de payer son salarié carrossier à 3 000 € net par mois, plus une voiture de fonction sur 4 jours par semaine. Ça devient compliqué quand on sait qu'on a des agréments d'assurance à des prix râlés pas crête, ça devient compliqué. Et maintenant, on en arrive dans des situations qui sont ingérables. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour le coup, dans l'exemple que vous venez de nous donner, cette génération, ou tout du moins cette personne qui a réussi à avoir ce très beau contrat, bravo à elle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est je viens travailler si tu me payes très très bien, en gros. Il y a un marchandage, Alors, il y a un marchandage. Il y a un chantage au salaire? Un chantage au salaire, mais il n'y a pas que le salaire aussi, il y a le bien-être au travail. On en arrive au travail sur 4 jours aussi et compagnie. Je pense que dans le contrôle technique, ça se fait aussi de plus en plus. Alors après, avec le chef d'entreprise qui est souvent là pour combler le manque de présence aussi du salarié, mais dans notre région, on y arrive de plus en plus. Karine Bonnet de DECRA. Effectivement, il y a des demandes de surenchérissement des salaires, puisqu'il y a une pénurie, donc forcément la relation elle est un petit peu inversée dans les exigences. Mais il y a effectivement aussi la qualité de vie au travail. Alors au-delà des 4 jours, c'est vrai une certaine génération demande aussi à pouvoir avoir des horaires flexibles ou aménagés en fonction de leur vie privée. Et ce n'est pas toujours possible, justement, quand il y a une pénurie de collaborateurs et qu'on n'a pas une équipe. Alors, c'est une réalité différente d'un centre à l'autre en fonction s'il y a une équipe complète ou pas. Mais effectivement, ça peut avoir cet impact-là de surenchérissement des salaires. Et puis, dans le contrôle technique, oui, il y a des demandes des fois de pouvoir faire des plannings sur 4 jours. Et c'est possible pour certains affiliés, certains partenaires, quand ils ont une équipe complète.
Encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de bien expliquer aux jeunes entrants dans la filière automobile et dans les services de l'automobile. Parce que nous, on parle plutôt de services de l'automobile que l'aftermarket, parce que c'est quand même déjà un peu plus... le mot service renvoie séduisant. aussi... C'est plus séduisant. Le mot service renvoie aussi à des compétences qu'il faut avoir et à une relation avec le client pour lequel on œuvre, et maintenant pour le contrôle technique, pour celui pour lequel on contrôle son véhicule. Donc c'est important aussi de rétablir tous les titres de noblesse autour d'un métier et de parler aussi du parcours d'évolution, parce qu'on parle de recrutement, de formation et de recrutement, mais il faut aussi, au-delà de donner du sens qu'une certaine génération attend, c'est aussi également une trajectoire professionnelle. Et dans le contrôle technique, on peut commencer contrôleur technique, chef de centre, de remonter son propre centre également. Et au sein de DECRA, on peut même aller sur de la mobilité fonctionnelle, sur d'autres métiers que nous avons dans le groupe. Deux choses qui impactent mon esprit dans ce qui vient de se dire entre vous, Bruno Choix de la FNA, et vous, Karine. Oui, Karine. Bah oui, Karine. Et vous, Karine Bonnet, de DECRA. L'âge, la finance, l'âge, le salaire, cette génération Z, Stéphane Freitas, est-ce que on a, attention au mot que je vais employer parce qu'ils sont peut-être pas très sympas, mais un souci avec cette génération qui n'a plus envie de travailler à moindre coût, ce que l'on peut comprendre, et un souci du coup avec ce qu'on peut leur proposer. Vous voyez, est-ce qu'on du coup on n'a pas une difficulté de deux univers qui se rencontrent? Alors je vais aller vraiment dans votre sens, puisqu'effectivement les soucis, comme vous les appelez Laurence, où on va plutôt dire les modes de management qu'on doit chacun adapter, sont à la fois au niveau d'un atelier, au niveau d'un distributeur, mais également au niveau d'une corporation internationale. Aujourd'hui, quand nos adhérents, qui sont des équipementiers mondiaux, vont aller chercher à attirer des talents, ils sont en concurrence avec Apple, ils sont en concurrence avec Amazon. Et là, comment est-ce que vous allez convaincre, ou avec ChatGPT ou ce genre de société, et évidemment toutes les startups qui se montent. Donc comment est-ce que vous allez convaincre un jeune de venir s'intégrer dans une filiale qui s'appelle le service à l'automobile, l'aftermarket, peu importe, alors que demain il pourrait travailler dans une startup où il a un autre rêve, où il va avoir d'autres conditions de travail, où là le télétravail ne sera pas une discussion, alors que quand vous êtes un équipementier au hasard allemand et que vous avez 100 ans de tradition industrielle, c'est plus compliqué de mettre en œuvre du télétravail. Et pour autant, on n'a pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, on n'aura personne. C'est-à-dire que cette génération Z, je ne vais pas parler de soucis, mais ce qui est clair, c'est qu'elle ne s'adaptera pas à nous. C'est à nous de nous adapter. C'est à nous de nous adapter. Et aujourd'hui, le rapport de force, c'est pas un très joli mot, mais aujourd'hui, on a besoin de talents dans nos entreprises. Et au bon niveau de qualification, au bon niveau de spécialité, il y a du travail disponible. Donc ce sont effectivement les jeunes qui sont en mesure de choisir, et c'est à nous de les convaincre de venir chez nous. Encore une fois, venir chez nous plutôt que peut-être aller chez le constructeur dans votre cas, et dans notre cas, venir chez nous plutôt que d'aller travailler chez Apple. Pas facile. Alors du coup, Karine Bonnet, je voudrais réagir. Juste après, je vous donne la parole, Bruno Choix, parce que je vous ai vu aussi réagir à ce que disait Stéphane Freitas de Talents for Aftermarket. C'est que vous, chez DECRA, vous avez décidé aussi de séduire ces jeunes. Alors il y a la formation, mais pas seulement. Racontez-nous. Oui, on va au-devant d'eux, dans les lycées professionnels, quand même. On va dans les lycées professionnels pour leur expliquer le métier de contrôleur technique. C'est important. C'est important parce qu'il est méconnu. Il est souvent associé à de la pénibilité, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça s'adresse aussi, il n'est pas genré, on en parlera peut-être aussi, mais on essaye de féminiser aussi notre métier des services d'automobile. Et on organise des salons régionaux. C'est important d'aller vers les jeunes pour leur expliquer effectivement le métier de contrôleur technique et cette trajectoire dont je parlais tout à l'heure d'évolution professionnelle jusqu'à devenir aussi un chef d'entreprise indépendant. Parce que c'est souvent ce que recherchent aussi les jeunes. C'est pour pouvoir justement être maître de leur temps et de leur équilibre vie professionnelle, vie privée. Souvent, ils ont envie aussi d'être soit auto-entrepreneurs. C'est souvent aussi une demande qu'on a. Et c'est ce que peut permettre l'évolution dans la carrière du contrôle technique. Et on a aussi, on les aide également à accéder au permis de conduire. On essaye d'avoir aussi, autour de cette notion d'information du métier et de les faire rentrer dans la formation initiale. On a lancé aussi un titre professionnel qui là s'adresse peut-être plus à ceux qui sont déjà dans le métier de l'automobile et qui veulent accéder à une reconversion professionnelle et qui n'ont pas le bon niveau de diplôme. Alors, encore une fois, on essaye aussi de leur apporter différents moyens de financement pour accéder à ces formations et puis de participer par exemple à leur permis quand ils ne l'ont pas. Donc ça fait partie aussi des choses. Plus le CDI ?
plus le CDI à la clé. C'est-à-dire que quand on va dans ces jeunes, voilà, dans les lycées professionnels, bien sûr, il faut qu'ils aient leur sésame au départ, qui est leur bac pro en maintenance de mécanique automobile, ou alors via le titre pro, effectivement, bien sûr, à la clé, ils ont un CDI au sein de nos centres en propre. Qu'est-ce qu'on fait du côté de la FNA avec la formation Bruno Choix pour séduire cette génération Z et les autres aussi d'ailleurs? On peut discuter, hein. On a une branche contrôle technique à la FNA aussi qui est très, qui est très au même de la profession. Et on retrouve les mêmes problématiques. Alors c'est vrai que le contrôle technique, c'est souvent un métier de reconversion aussi, on le voit et compagnie, mais c'est important. Mais que la captation des jeunes, comme disait tout à l'heure notre ami Stéphane Freitas. Stéphane, moi je l'ai chez moi parce qu'on a EDF par exemple qui refait une centrale nucléaire, qui vient capter tous les jeunes qu'on pouvait avoir et tout, qu'on ne peut plus avoir parce qu'ils sont tellement... On est dans quelle région là, en Normandie? La Normandie, sur Rouen et Le Havre et tout, ils sont en train de construire. Donc ils captent toute la jeunesse et tout et compagnie. Et pour nous, ça devient compliqué parce qu'on n'arrive plus à trouver de personnel pour travailler, donc, y compris dans les jeunes. Donc c'est quand même... Alors qu'est-ce que vous proposez avec la FNA? Comment les séduire? On les séduit, on fait du lobbying aussi. Hein. On cherche dans tous les lycées un peu aussi de faire la promotion de nos métiers. On va un peu partout avec l'ENFA. Hein. On travaille aussi en commun, bien sûr, pour faire la promotion de nos métiers. Mais voilà. Alors évidemment, quand on parle de formation, quand on parle de recrutement, il y a de la formation. On ne peut pas faire de formation gratuitement. C'est-à-dire que ça a un coût tout ça. Karine, par exemple, d'avoir monté chez Decra cette formation interne, comment vous financez tout ça? Eh bien, en fait, on a la chance dans les services de l'automobile d'avoir l'OPCO Mobilité, qui permet de financer tout ou partie et qui prend en charge la formation initiale ou les maintiens de qualification. Donc ça veut dire qu'on a dans notre organisme mis en place un partenariat avec l'OPCO Mobilité pour pouvoir justement offrir ce financement de la formation aux contrôleurs ou aux chefs d'entreprise qui cherchent à recruter des contrôleurs. Comment vous voyez l'avenir? L'avenir, écoutez, nous... Avenir court, hein. On ne va pas aller dans 20 ans, là, dans les 2 à 5 ans à venir. Alors c'est vrai que dans les 2 à 5 ans à venir, par rapport à la pyramide démographique, c'est là où il va... Et puis à l'ancienneté du contrôle technique en France qui a un peu plus de 30 ans, dans les 2, 3, 4 années à venir, on va effectivement avoir aussi un départ à la retraite. Donc ça veut dire encore plus de postes disponibles et ouverts. La moyenne d'âge chez Decra des contrôleurs techniques? C'est 45 ans. Uh-huh. Voilà, moyenne d'âge 45 ans. Et effectivement, on sait que les derniers entrants, s'ils ne sont pas encore là dans les 5 premières années de leur exercice, bien souvent ils ne restent pas, puisqu'ils veulent effectivement découvrir d'autres métiers. Donc ça va être un départ de plus en plus important à la retraite, mais encore une fois, la chance qu'on a dans le métier de contrôle technique, moi je suis hyper confiante, c'est que c'est un métier qui sans cesse évolue de par la technologie des véhicules, donc l'intérêt aussi de la pluralité des véhicules contrôlés. Et puis également aussi la notion de sécurité routière. C'est un métier qui concourt à la sécurité routière, à la protection de l'environnement avec les émissions polluantes. Et en ce moment même, il y a au niveau européen une nouvelle directive européenne qui est en cours de discussion, avec laquelle nous intervenons aussi pour discuter et faire évoluer la directive. Là encore une fois, c'est aussi, on parle des ADAS, on parle des véhicules autonomes, connectés, semi-connectés. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont une impétence, un attrait par rapport à l'automobile, pouvoir trouver satisfaction dans la pluralité des véhicules qui sont contrôlés, et puis la relation client. Et puis on parle de l'IA aussi. L'IA va également aussi intervenir dans le quotidien des contrôleurs. Donc tout ça montre que c'est un métier très résilient et qui au contraire s'inscrit dans une évolution. Et puis qui est à la pointe de l'innovation aussi, qui est à la pointe des nouvelles technologies. Et là, Stéphane Freitas, ça va dans votre sens, parce que là, on va les repiquer à Apple et à Amazon. Alors je ne sais pas si on va les piquer, mais en tout cas on essaie de les attirer à nous. Vous parlez de la formation, effectivement, nous on va plutôt à la rencontre des jeunes dans les universités. Qui sont déjà... Qui sont déjà, alors moins sur les métiers techniques, plus sur les métiers on va dire, de gestion, de marketing, de vente, etc. Pour leur dire, il y a ce secteur qui s'appelle l'aftermarket et qui va continuer à occuper beaucoup de monde. Donc ça c'est une de nos actions. Et puis une autre action, c'est on a développé une plateforme qui s'appelle jobsautomotive.com et qui reprend toutes les annonces de nos membres qui sont liés à l'aftermarket. C'est-à-dire que quand un de nos membres, que ce soit Bosch, Valeo ou une autre société, va rechercher un chef de produit, un logisticien, un directeur de la communication, etc., on va mettre le job sur notre plateforme. Stéphane Freitas, avec Talents for Aftermarket, vous avez déjà réussi à créer combien de connexions et combien vous avez placé? Je ne sais pas si vous avez les chiffres de... Alors on va pas raisonner en chiffres, parce que étant une association, on ne garde pas, on ne traque pas notre action. Et on ne peut pas non plus être en concurrence avec des gens dont c'est le métier des cabinets de recrutement, parce qu'on perdrait notre statut d'association à but non lucratif. Mais cependant, ce que l'on peut dire... Cependant, ce que l'on peut dire, virgule. Non, en fait, on renvoie
on renvoie les candidats directement sur les sites de recrutement de nos membres. D'accord. Donc ce sont nos membres qui nous disent ensuite, tiens, on a fait affaire et il a été grâce à vous. Mais ça n'a pas valeur de statistique pour l'instant. Est-ce qu'on est inquiet aujourd'hui ou non? Parce que je l'ai dit 2 fois dans l'émission et au début, on sent quand même qu'il y aurait une tendance quand même qui repartirait dans le positif. Vous la sentez? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose, vous pensez que cette tendance va pouvoir s'installer? Quand on voit le nombre de personnes, excusez-moi de vous couper la parole, on est sur le salon Equipoto, où The Pro a installé ses studios. Quand on voit le succès du salon, les allées sont pleines et de jeunes. Et on a le même constat, et notre métier il fait encore rêver, on le voit aujourd'hui, il y a quand même, comme tu pouvais très bien le dire, un panel de jeunes conséquent, et on a des jeunes passionnés plus que jamais aussi, parce que le niveau de technologie automobile a bien évolué, que ce soit chez nous, dans la réparation, dans le contrôle technique ou dans tout. Et c'est un métier qui devient attrayant. Alors il l'a toujours été, mais là plus que jamais aussi par la complexité, la technicité. On fait vraiment des experts de la réparation. Le métier a bien changé aussi. Moi, je voudrais qu'on parle de nouveau des salaires, puisque on sait que c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas allées vers ces métiers-là. Vous nous l'avez expliqué, c'est compliqué. C'est-à-dire que cet exemple que vous nous l'avez donné avec ce jeune homme qui travaille 4 jours par semaine pour un salaire de 3 000 € chez un carrossier, ça veut dire que le carrossier doit faire un chiffre d'affaires absolument incroyable. Or, il est tenu par les assurances. Donc, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire dans l'ensemble de la filière pour, quoi qu'il en soit, rehausser les salaires? Parce que travailler aujourd'hui avec un SMIC, c'est compliqué. Vivre avec un SMIC, c'est compliqué. Karine Bonnet de chez Decra. Oui, moi je suis membre également de Mobiliance, le plus gros syndicat professionnel des services de l'automobile, qui est quand même celui qui a la plus grande représentativité. Je fais également partie de la CPN, la Commission paritaire nationale, qui définit la convention collective des services automobiles. Et chaque année, on négocie avec les syndicats pour réévaluer les minima sociaux par palier. Donc effectivement, et on suit bien souvent la tendance de l'évolution du SMIC. Donc on est toujours au-dessus du SMIC, en fait, selon les niveaux. À combien? 50-60 € selon les paliers, mais ça c'est le niveau minimum. Après, les entreprises sont souvent mieux disantes. 3 000, c'est bien, on est carrément au-dessus du SMIC. C'est une exception quand même. Oui, mais enfin, elle existe. Oui, parce que le salaire moyen plutôt d'un contrôleur technique, c'est 2002-2003, 100 € par mois. Et ça dépend aussi après des systèmes de primes que peuvent mettre en place un centre indépendant. Mais nous, chez Decra, en tout cas, effectivement, on a toujours la volonté d'être largement au-dessus des minima sociaux. Et puis, le salaire, c'est une chose, mais il y a aussi tous les avantages sociaux autour. Donc l'avantage quand on est dans un grand groupe comme Decra, c'est qu'on a plein d'avantages sociaux comme des mutuelles, intéressement, participation, tickets restaurant, enfin que sais-je. Donc et ça c'est compliqué pour les petits. Et ça c'est plus compliqué pour les petits. Donc j'allais dire qu'effectivement au sein même de notre filière, il y a une différence sur ces avantages sociaux que peut présenter un grand groupe et une entreprise plutôt de taille artisanale. Bruno Choin, là il y a un vrai sujet, c'est qu'effectivement un grand groupe, et tant mieux, peut proposer des avantages sociaux. Quand je suis un petit atelier où j'ai 3 compagnons qui travaillent avec moi, la carte restaurant, on n'y pense pas, les primes peut-être un peu, mais vous voyez, tous les avantages sociaux... mais c'est vrai que c'est plus compliqué, mais quelqu'un, même s'il a moins d'avantages sociaux, s'il travaille, parce que notre ADN à la FNA, c'est la ruralité aussi quand même. Donc quand on est dans des petites communes rurales et tout, que l'artisan il est là, il a son apprenti ou son ouvrier, pour arriver à le payer, il est obligé d'augmenter son taux de main-d'œuvre aussi, parce qu'on en arrive là, payer à 2005 ou 3000 €, ok, mais au lieu de passer à 50 € de l'heure, on passe à 80 ou 90 €, et là, toute la complexité là, c'est d'arriver à faire comprendre aux clients que payer les salariés c'est bien, mais il faut augmenter le taux de main-d'œuvre. Oui, le taux de main-d'œuvre, et puis moi je ne sais pas, mais il y a une infrastructure, ou tout du moins un univers à faire bouger pour ça, Stéphane Freitas. Puisqu'on est sur je dirais les métiers techniques ou de techniciens, tout à l'heure je vous disais, les groupements de distributeurs internationaux sont membres de Talents for Aftermarket. On estime à 380 000 personnes en Europe les sociétés de distribution de pièces, donc essentiellement de la logistique, des métiers de manutentionnaire, des métiers de logistique. Notre concurrent, c'est Amazon. Amazon qui fait des grands centres logistiques, qui sont ultra modernes, qui sont chauffés, qui offrent aussi des perspectives de carrière, qui fait d'ailleurs de la pub, et vous avez sûrement été exposé à leur campagne, pour expliquer qu'ils font grandir leurs salariés. Le challenge, il est là. Nous, sur les sociétés de distribution européennes, même les plus importantes, sont en général des sociétés familiales, et c'est vraiment le management qui va pouvoir, sur ce genre de métier, faire la différence, fidéliser les salariés et les faire grandir. Parce qu'en face d'eux, effectivement, ils ont ces mastodontes américains avec lesquels c'est difficile d'être en compétition. Donc c'est vraiment l'impact du management et le côté familial de ces entreprises. Est-ce que l'on peut dire, pour conclure notre émission, que cette pénurie de talent, cette problématique de recrutement dans l'aftermarket n'est pas une fatalité ?
Karine Bonnet. Non, c'est pas une fatalité, puisqu'encore une fois, même si on peut être en concurrent avec Amazon Co, il y a aussi... on leur a fait beaucoup de pubs, là. On leur a fait beaucoup de pubs, ouais, c'est ça. Je pense aussi que, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, il y a la trajectoire qu'on peut proposer, les perspectives d'évolution dans le métier du contrôle, ou même des services de l'automobile, jusqu'à devenir son propre chef d'entreprise. Donc ça, c'est important, parce que je pense que dans la jeune génération, il y a cette volonté-là d'avoir cette indépendance aussi. Et puis, encore une fois, l'attrait par rapport à un métier qui concourt à la sécurité routière, ça c'est pour le contrôle technique, qui protège aussi les émissions polluantes, qui va de plus en plus de la technicité. Il y a quand même de l'électronique embarquée de plus en plus dans nos véhicules, sans faire l'apologie de l'électronique ou des véhicules connectés ou semi-connectés. Ça montre aussi à toute l'évolution également du savoir-faire que doit acquérir un jeune ou un moins jeune, même dans ce métier. Donc moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Et c'est vraiment, je pense qu'il y a un retour aussi justement sur ces métiers techniques qui sont à vocation de la sécurité routière et du... Et Karine Bonnet, excusez-moi, mais si on ne parle pas que d'Ecra, même si je suis d'accord et je comprends bien votre belle casquette, votre combinaison d'Ecra, mais si on met la casquette Mobiliance, c'est aussi une réalité dans les autres métiers de la mobilité en général. Tout à fait, il y a un problème d'attractivité de la filière automobile et l'avantage d'être au sein de Mobiliance, c'est d'avoir l'ensemble de ces métiers qui sont concernés et qui sont représentés, c'est que là aussi on peut parler de passerelle au sein du métier. C'est-à-dire que dans Mobiliance, on a aussi l'IRP Auto, il y a pas mal de membres paritaires, enfin de sociétés prioritaires, et il y a un site qui s'appelle Job to Move également, qui permet aussi de montrer comment on peut, quand on rentre dans les services de l'automobile, avoir une passerelle pour accéder à d'autres univers, comme peut être carrossier, contrôleur technique, peut devenir expert automobile. Enfin, je ne donne pas d'ordre forcément chronologique, mais encore une fois, c'est cette pluralité qui permet aussi de montrer qu'aux jeunes que le monde de l'automobile n'est pas délocalisable dans la partie service, en tout cas. Et puis, je voudrais bien qu'on ne parle pas que des jeunes, si vous le voulez bien, mais aussi des reconversions, parce que c'est important. Et le métier est totalement ouvert, et vous en êtes aussi la preuve avec la FNA, à des reconversions, même un peu tardives. Les reconversions font partie de la vie aussi, c'est vrai qu'on le voit, et notamment dans l'automobile, on est souvent la preuve, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils vont souvent vers le contrôle technique aussi, ce qui s'entend bien, même dans les chefs d'entreprise eux-mêmes. La formation est aussi quelque chose d'important. Donc, je vous parlais tout à l'heure du FAFCEA, l'organisme de financement de formation des chefs d'entreprise de l'artisanat, où 100% des artisans cotisent, 7% se forment. 7% des artisans se forment sur 100% qui cotisent. Ils se forment à quoi ? Ils se forment à leur métier, mais il n'y en a que 7%. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne se forment plus spécialement, mais ils envoient leurs jeunes en formation. Ce qui est bien aussi quelque part, même si je regrette un peu que ces chefs d'entreprise ne se forment plus non plus. 7% seulement ? 7% se forment seulement. Revenons sur la reconversion. Là, vous êtes plutôt allé chez Talents for Aftermarket directement dans les écoles. Donc, j'imagine que vous êtes moins concerné par la reconversion ou non, vous commencez à vous ouvrir aussi à... Alors, dès la création de l'association, on avait vraiment ces 3 piliers qui sont attirés, développés et conservés. Parce qu'effectivement, on n'a pas non plus envie que nos jeunes qui vont peut-être travailler dans une corporation internationale, une boîte cotée, et qui vont donc avoir les codes de ce milieu-là, aillent ensuite changer de secteur. On préfère qu'ils restent chez nous. Ça, vous en parlez beaucoup de ça. C'est vraiment une problématique, ce qui se passe à la concurrence. On a une concurrence européenne, mondiale. Oui, mais pourtant, on a des métiers passionnants. Enfin, nous aussi, on fait des nouvelles technologies, de l'innovation, l'IA, ça arrive dans les voitures et pas que. Enfin, Karine ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, pour faciliter la reconversion professionnelle, on a mis en place un titre professionnel qui s'adresse à des professionnels qui sont déjà dans le monde de l'automobile, qui sont soit qui ont un CAP ou un BEP, qui n'ont pas forcément de bac, mais qui ont envie d'accéder pour leur deuxième partie de carrière à un autre métier en restant dans les sphères de l'automobile et de capitaliser sur leurs compétences qu'ils ont acquises dans le milieu de l'automobile. Et bien, ce titre pro s'adresse à eux pour justement faciliter la reconversion professionnelle. Et on a aussi mobilisé beaucoup de dispositifs différents de financement pour rendre possible cette reconversion professionnelle. Alors aujourd'hui, je vais vous donner la parole une fois de plus et vous allez en profiter. Vous allez chacun annoncer ou tout du moins donner un message à un jeune qui aimerait peut-être, ou que lui diriez-vous pour qu'il rejoigne les métiers de l'aftermarket ? Bruno Choix pour la FNA. Que nous avons des métiers très passionnants, très, très innovants. Il y a tellement de choses à faire dans le monde de l'automobile aujourd'hui. Et comme disait Bonnet tout à l'heure, avec ce titre pro, quand il passe le titre pro, à 80%, il reste dans les entreprises. Donc le titre pro, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc allez jusque-là. Karine Bonnet pour Decra, mais pas que.
Bien écoutez, moi je m'adresserai aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes, parce qu'encore une fois c'est important de montrer La mixité. la mixité c'est quelque chose qui est essentiel et très riche, que ce soit la mixité, là on parle de genre, mais également la mixité culturelle, que sais-je, de tout. Donc c'est vraiment une force. Et venez dans le monde de l'aftermarket ou des services d'automobile, venez chez Dekra, surtout. Non, mais c'est un métier qui est passionnant, et qui évolue avec à la fois l'évolution des véhicules, la technologie des véhicules, et puis aussi la conscience que le monde se partage et que la route se partage. Donc, quels que soient les usagers de la route, on peut contribuer. Stéphane Freitas pour Talent for Aftermarket. Quand un jeune entend parler de l'automobile en ce moment, si on ouvre un journal économique, c'est pas très bon. Le message est compliqué, difficile, de mal en pile. La production automobile, notamment en Europe, est sous tension, même plus que sous tension. Mais il y a le reste, l'aftermarket, qui occupe d'ailleurs plus d'actifs et beaucoup plus d'actifs que la construction automobile, qui lui est un secteur qui se porte bien et qui va continuer à bien se porter. 140 700 entreprises en France, c'est pas rien. C'est pas rien. 480 000 salariés, là aussi, c'est pas rien. En tout cas, pour conclure, on l'a vu, c'est pas une fatalité cette problématique de recrutement. Il y a des solutions qui existent. On l'a vu avec vous, les entreprises qui forment et recrutent, comme Dekra, les TPE-PME qui ont peut-être besoin aussi un peu de soutien financier et administratif pour suivre le mouvement. La Gen Z n'est pas un problème. Vous nous avez dit, Stéphane Freitas. Au contraire, ça peut être une vraie opportunité. Et c'est à nous de nous adapter encore une fois. Et c'est ce que vous disiez, à condition d'adapter nos méthodes. Merci à vous trois. Merci à Stéphane Freitas, promotion pour la Talents for Aftermarket. Merci Karine Bonnet, DG de Dekra. Merci d'être venue au micro de The Pro Talk. Et merci aussi à Bruno Choix d'avoir représenté la FNA puisque vous en êtes le vice-président. Merci à vous. Merci à vous trois. Merci. Et nous continuez à nous suivre. The Pro Talk reviendra avec un autre sujet prochainement. C'était The Pro Talk, le nouveau format live de The Pro en direct du salon Equipe Auto, en version podcast.